En ce moment même, essayez de vous souvenir de votre tout premier moment d'être vivant. Allez-y, essayez vraiment. Quel est le souvenir le plus ancien auquel vous pouvez accéder? 3 ans, peut-être 2. Voici ce qui est fascinant. Il y a ce vide complet où votre conscience n'enregistrait tout simplement pas l'expérience de l'existence. Et voilà le fait troublant. Vous n'avez jamais réellement été témoin de la mort de quelqu'un non plus. Vous voyez des corps, mais jamais le moment où la conscience elle-même fait la transition. Les gnostiques comprenaient quelque chose de profond concernant ces vides. Ce n'étaient pas des limitations de la mémoire. C'étaient des indices que la conscience fonctionne complètement différemment de ce qu'on nous a enseigné. Réfléchissez-y. Vous expérimentez la même transition mystérieuse chaque nuit, en vous endormant ou en sortant d'une anesthésie. Votre conscience se déplace simplement. Et si ces vides existent, parce que ce que nous appelons naissance et mort ne sont que des transitions que la conscience n'enregistre pas de la façon dont nous nous y attendons. Et si votre conscience naviguait à travers ces transitions depuis toujours? Mais la nature même de la conscience transcende ces frontières apparentes. Les preuves de cela se cachent en pleine vue, tissées à travers la physique quantique, les neurosciences et les traditions de sagesse ancienne. Quand nous examinons cet étrange vide dans la mémoire humaine, le fait qu'aucun de nous ne peut se rappeler notre vraie naissance ou notre mort, nous touchons à quelque chose que les gnostiques comprenaient avec une clarté saisissante il y a près de 2000 ans. Mais voici ce que la plupart des gens comprennent mal à propos de ces penseurs anciens. Ils n'étaient pas des cultistes mystiques se cachant dans des grottes, chantant des incantations mystérieuses. Ils étaient des investigateurs philosophiques sophistiqués, les premiers scientifiques de la conscience qui développèrent ce qui pourrait être le modèle de réalité le plus cohérent jamais conçu. Le terme gnostique vient du mot grec gnosis, signifiant connaissance directe, pas croyance, pas foi, mais compréhension expérientielle immédiate. C'étaient des groupes divers de penseurs chrétiens, primitifs et pré-chrétiens, dispersés à travers le monde méditerranéen, d'Alexandrie à Rome, en passant par la Syrie. Ce qui les unissait n'était pas le dogme, mais une reconnaissance partagée que la conscience elle-même était le bloc de construction fondamental de la réalité, pas la matière. Pensez à quel point c'était radical. Alors que la plupart des gens de leur époque croyaient que le monde physique était primaire et que la conscience était d'une manière ou d'une autre produite par lui, les gnostiques avaient inversé toute l'équation. Ils comprenaient que la conscience, cette même chose qui lit ces mots en ce moment, était la fondation, irréductible d'où toute expérience émerge. Leur découverte centrale se concentrait sur ce qu'ils appelaient l'étincelle divine au sein de chaque personne. Maintenant, avant que votre esprit rationnel ne rejette cela comme du bourrage religieux, considérez ce qu'il voulait vraiment dire. L'étincelle divine était leur terme pour cette conscience immuable qui observe toutes vos expériences, mais qui n'est jamais elle-même expérimentée comme un objet. C'est le témoin constant qui vous observait quand vous étiez enfant, vous observe maintenant et reste complètement inaltéré par le passage du temps ou le contenu de l'expérience. Les neuroscientifiques modernes appellent cela le problème difficile de la conscience, le fait inexplicable qu'il y a quelque chose que c'est que d'être vous, quelque chose qui ne peut pas être réduit aux patterns de tir neural ou aux réactions chimiques. Les gnostiques avaient identifié ce même mystère, mais ils allèrent de plus loin. Ils reconnurent que cette conscience ne pouvait pas être produite par la matière parce que c'est la chose même qui rend la matière connaissable en premier lieu. Leur modèle cosmologique, souvent mal compris comme de la mythologie primitive, était en fait un cadre psychologique incroyablement sophistiqué. Quand ils parlaient du démiurge, un faux dieu créateur qui avait façonné un monde matériel semblable à une prison, ils ne décrivaient pas des entités cosmiques littérales. Ils cartographiaient comment la conscience devient piégée dans des croyances, systèmes et identifications limitants qui obscurcissent sa vraie nature. Les archontes, dans leur système, n'étaient pas des démons, mais des forces psychologiques.
les patterns mentaux et les structures sociales qui gardent la conscience verrouillée dans des cycles étroits et répétitifs. Pensez à comment votre esprit catégorise automatiquement les expériences, comment le conditionnement social façonne vos réponses, comment vous vous identifiez avec les pensées et émotions comme si elles étaient votre soi essentiel. Les gnostiques voyaient celles-ci comme des mécanismes qui voilaient la réalité plus profonde de la conscience. Quand les textes de Nag Hammadi furent découverts en Égypte en 1945, enterrés dans des jarres pendant plus de 1600 ans, nous pûmes finalement lire leurs mots actuels plutôt que les contes déformés de leurs critiques. Ce qui émergea était à couper le souffle dans sa sophistication. Dans l'Évangile de Thomas, nous trouvons « Si ceux qui vous guident vous disent « Voyez, le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux du ciel vous précéderont. S'ils vous disent « Il est dans la mer », alors les poissons vous précéderont. Plutôt, le royaume est à l'intérieur de vous, et il est à l'extérieur de vous. Ce n'était pas de la poésie mystique, c'était une instruction précise sur la nature de la conscience. Le royaume auquel il faisait référence était la reconnaissance que la conscience elle-même est la réalité fondamentale d'où les expériences intérieures et extérieures émergent. L'Évangile de Philippe l'énonce encore plus directement. Lumière et ténèbres, vie et mort, droite et gauche, sont frères l'un de l'autre. Ils sont inséparables. À cause de cela, ni le bien n'est bon, ni le mal mauvais, ni la vie n'est vie, ni la mort n'est mort. Il comprenait que tous les opposés apparents, incluant la vie et la mort, existent au sein du même champ de conscience. Pourquoi ces enseignements étaient-ils considérés si dangereux par les autorités religieuses et politiques établies? Parce qu'ils suggéraient un accès direct à la vérité sans intermédiaire. Pas de prêtre, pas d'institution, pas de rituel complexe, juste la reconnaissance immédiate de ce que vous êtes déjà. Cela menaçait toute la structure de pouvoir du monde ancien, tout comme cela remet en question beaucoup d'assumptions aujourd'hui. Ce qui est remarquable, c'est à quel point leurs insights s'alignent avec la recherche neuroscientifique de pointe. Les études sur les expériences de mort imminente, les états de méditation et la recherche psychédélique pointent constamment vers la même conclusion. La conscience semble être bien plus fondamentale qu'on ne l'assumait précédemment. Le travail de chercheurs comme Donald Hoffman à l'UC Irvine suggère que l'espace, le temps et les objets physiques pourraient être plus comme une interface utilisateur, utile pour la navigation, mais pas la réalité plus profonde. Les gnostiques avaient un autre insight crucial qui se connecte directement à notre vide de mémoire autour de la naissance et la mort. Ils comprenaient que la conscience observant votre vie en ce moment n'a jamais réellement été née et ne mourra jamais. La naissance et la mort, ils réalisèrent, sont des événements qui arrivent au sein de la conscience, pas à la conscience elle-même. Dans le livre secret de Jean, un des textes gnostiques les plus importants, nous trouvons ce passage stupéfiant. « Je suis la pensée qui demeure dans la lumière. Je vis en chacun et je plonge dans tous. Je me déplace en chaque créature. Je suis l'invisible au sein du tout. » Ce n'était pas censé être une métaphore. C'était leur reconnaissance que la conscience lisant ces mots est la même conscience qui apparaît comme chaque autre être. Les implications plus profondes de ces découvertes sont trop sensibles pour des plateformes comme YouTube. C'est pourquoi nous partageons les insights les plus profonds exclusivement à travers notre newsletter gratuite Insight Academy, où vous recevrez aussi une copie gratuite du Kybalion pour une durée limitée. Les gnostiques développèrent des cartes détaillées de ce qu'ils appelaient le voyage de l'âme. Pas après la mort, mais le processus par lequel la conscience reconnaît sa vraie nature, tandis qu'elle est encore incarnée. Ils comprenaient que ce que nous appelons la mort est en fait un point de transition où la conscience a l'opportunité soit de continuer dans des patterns répétitifs limités, soit de reconnaître sa nature illimitée. Mais voici où leur modèle devient vraiment révolutionnaire et où nous commençons à comprendre pourquoi vous ne pouvez pas vous rappeler être né ou mourir. Ils réalisèrent que la conscience ne se déplace pas à travers le temps de la façon linéaire que nous assumons. À la place,
le temps et toutes les expériences existent au sein de la conscience. Cela signifie que la naissance et la mort ne sont pas des événements qui vous arrivent. Ce sont des expériences qui apparaissent au sein de la conscience intemporelle que vous êtes réellement. Les implications de cette compréhension transforment complètement comment nous approchons le moment de la mort, préparant le terrain pour des découvertes qui altéreront fondamentalement votre perception de la mortalité elle-même. Maintenant, voici où les gnostiques firent leur revendication la plus révolutionnaire, une que la physique quantique moderne commence à valider de façon qui aurait époustouflé leurs esprits anciens. Les gnostiques ne parlaient pas de conscience de la façon dont nous la comprenons typiquement aujourd'hui. Ils ne faisaient pas référence à vos pensées, vos mémoires ou même votre personnalité. Ils pointaient vers quelque chose de bien plus fondamental, cette conscience pure qui se trouve derrière toutes vos expériences. Pensez-y, il y a quelque chose en vous, en ce moment, qui est conscient de lire ces mots, conscient de votre respiration, conscient d'être conscient. Les gnostiques appelaient cela l'étincelle divine, et ils insistaient qu'elle était littéralement indestructible. Selon l'Évangile de Philippe, un des textes gnostiques les plus sophistiqués que nous ayons récupérés, la mort n'est pas la terminaison de la conscience, c'est un transfert. Philippe écrit « Ceux qui disent qu'ils mourront d'abord et puis ressusciteront sont dans l'erreur. S'ils ne reçoivent pas d'abord la résurrection pendant qu'ils vivent, quand ils meurent, ils ne recevront rien. » Ce n'était pas de la poésie spirituelle. C'était leur tentative de décrire un processus mécanique qu'ils croyaient avoir découvert. Voici leur proposition radicale. La conscience ne disparaît pas à la mort parce qu'elle ne peut pas disparaître. Elle se relocalise simplement. Imaginez un vaste delta de rivières avec des milliers de cours d'eau qui se ramifient. Quand le flux d'eau est bloqué dans un canal, il ne disparaît pas. Il coule immédiatement dans les canaux adjacents qui étaient déjà là, coulant parallèlement au cours d'origine. Les gnostiques enseignaient que la réalité fonctionne exactement comme ce système delta, avec d'innombrables versions parallèles de votre vie coulant simultanément. Mais voici une meilleure analogie pour notre monde moderne. Vous écoutez une station de radio complètement absorbée dans la musique. Soudainement, le signal se coupe. Est-ce que les ondes radio ont disparu? Bien sûr que non, elles diffusent encore sur la même fréquence. Votre récepteur a juste perdu la capacité de s'accorder. Pendant ce temps, des milliers d'autres stations diffusent simultanément sur différentes fréquences. Quand votre conscience ne peut plus opérer à travers votre système cerveau-corps actuel, les gnostiques croyaient qu'elle se déplace simplement vers une fréquence parallèle où une version de vous continue d'exister. Ce n'est pas la réincarnation comme traditionnellement comprise. Les gnostiques ne décrivaient pas des âmes voyageant entre différents corps à travers le temps. Ils décrivaient la conscience coulant entre des réalités parallèles simultanées. C'est comme un programme informatique qui peut tourner sur différents systèmes d'exploitation tout en maintenant sa fonctionnalité principale. Le programme ne change pas fondamentalement, juste le matériel sur lequel il tourne. Maintenant, avant de rejeter cela comme de la fantaisie ancienne, considérez ce que la mécanique quantique a découvert. L'interprétation des mondes multiples de Hugh Everett suggère que chaque mesure quantique cause la réalité à se ramifier en multiples univers parallèles. Max Tegmark, le cosmologiste du MIT, a démontré mathématiquement que si la mécanique quantique est correcte, alors des versions parallèles infinies de vous existent en ce moment, faisant des choix légèrement différents dans des circonstances légèrement différentes. La décohérence quantique fournit un mécanisme potentiel pour exactement ce que les gnostiques décrivaient. Quand les systèmes quantiques deviennent intriqués avec leur environnement, ils semblent s'effondrer en état défini. Mais Everett montra que d'une perspective universelle, tous les états possibles continuent d'exister dans des branches parallèles. Et si la conscience opère à travers des processus quantiques dans le cerveau, comme les chercheurs Stuart Hameroff et Roger Penrose l'ont proposé, alors le transfert de conscience entre les timelines parallèles devient non seulement possible, mais inévitable.
Les preuves de la recherche sur les expériences de mort imminente sont particulièrement convaincantes ici. L'étude de référence du Dr Pim van Lommel dans le Lancet documentait des cas où les patients rapportaient des expériences vives et cohérentes pendant des périodes où leur cerveau ne montrait aucune activité mesurable. Encore plus intriguant, beaucoup décrivaient rencontrer des versions alternatives de leur vie, des chemins non pris, des choix différents, des possibilités parallèles. Un patient dit à Van Lommel à propos de voir toutes les différentes façons dont ma vie aurait pu se dérouler comme regarder un arbre avec des branches infinies. Cela s'aligne parfaitement avec la compréhension gnostique. Le Pistis Sophia décrit la mort comme devenant conscient des innombrables éons, des royaumes parallèles où différentes versions de l'existence se déploient. Le texte suggère que ce que nous appelons mort est simplement le moment où la conscience devient consciente de ses autres branches et fait la transition vers une où l'histoire de vie continue. Mais voici la question que tout le monde pose. Si c'est vrai, pourquoi ne nous souvenons-nous pas des autres timelines? Les gnostiques avaient une réponse sophistiquée qu'ils appelaient le voile d'oubli. Ils comprenaient que la mémoire est liée à des systèmes cerveau-corps spécifiques. Quand vous transférez entre réalités parallèles, vous portez la conscience centrale, mais pas les patterns neurospécifiques qui stockaient les mémoires dans la timeline précédente. Pensez-y comme ceci. Si vous copiez un document d'un ordinateur à un autre, le contenu du document reste identique, mais il n'aura pas accès à l'historique du navigateur, aux mots de passe sauvegardés ou aux fichiers cachés de la machine originale. L'information essentielle se transfère, mais les données spécifiques au système ne le font pas. Les gnostiques allèrent encore plus loin. Ils revendiquaient qu'avec une compréhension et pratique appropriée, vous pourriez maintenir la conscience éveillée pendant ce processus de transfert. L'Évangile de Thomas enregistre Jésus disant « Quiconque trouve l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas la mort. » Il ne promettait pas l'immortalité physique. Il décrivait la continuité consciente à travers la transition entre timelines parallèles. Les chercheurs modernes de la conscience commencent à explorer un territoire similaire. La théorie de l'espace de travail global suggère que la conscience émerge de l'intégration d'informations à travers multiples réseaux cérébraux. Si la conscience concerne fondamentalement le traitement d'informations plutôt que le tissu neural spécifique, alors théoriquement, elle pourrait continuer à opérer à travers différents systèmes de traitement d'informations. Ce qui rend cela vraiment fascinant, c'est comment cela recadre tout ce que nous pensons savoir sur la mort. Les gnostiques n'offrirent pas du confort ou des vœux pieux. Ils proposaient un modèle testable de la réalité. Ils suggéraient que la conscience opère comme un champ quantique qui peut maintenir la cohérence à travers multiples états parallèles simultanément. Les implications de cette compréhension transforment complètement comment vous approchez non seulement la mort, mais la vie elle-même. Si la conscience transfère vraiment entre timelines parallèles, alors chaque moment devient un point de ramification où des versions infinies de votre futur se déploient simultanément. Les choix que vous faites ne façonnent pas juste une timeline. Ils déterminent quel flux de réalité parallèle votre conscience suit. C'est pourquoi les gnostiques mettaient l'accent sur la connaissance plutôt que la foi. Ils ne demandaient à personne de croire quoi que ce soit. Ils partageaient ce qu'ils revendiquaient être une carte de comment la conscience opère réellement à travers multiples dimensions de réalité. Qu'ils aient eu raison ou tort, leur modèle est maintenant supporté indépendamment par la physique de pointe et la recherche sur la conscience. La question n'est pas de savoir si vous survivrez à la mort. Selon ce modèle, d'innombrables versions de vous survivent déjà dans des timelines parallèles. La question est de savoir si vous deviendrez conscient du processus. Voici quelque chose qui aurait époustouflé l'esprit de ces anciens philosophes gnostiques. Les physiciens quantiques modernes prouvent essentiellement leurs insights centraux sur la nature de la réalité, la conscience et ce que nous appelons la mort. La convergence est si frappante
que vous devez vous demander si ces penseurs anciens ont d'une manière ou d'une autre intuité des vérités fondamentales sur l'existence que nous ne faisons que rattraper maintenant avec nos instruments scientifiques les plus sophistiqués. Laissez-moi vous guider à travers les parallèles parce qu'ils sont absolument fascinants. Les gnostiques enseignaient que la réalité existe en multiples couches, ce qu'ils appelaient le plérôme. Les diverses éons, différents niveaux d'existence, tous se passant simultanément. Maintenant, regardez la théorie des champs quantiques. Elle décrit notre réalité comme des ondes de probabilité existant en superposition, s'effondrant en résultats spécifiques seulement quand observées. Multiples réalités potentielles existant simultanément jusqu'à ce que la conscience interagisse avec elles. Ça sonne familier? L'expérience de la double fente démontre cela magnifiquement. Quand vous tirez des électrons à travers deux fentes sans observer par quelle fente ils passent, ils créent un pattern d'interférence. Ils passent littéralement par les deux fentes simultanément, existant dans multiples états. Mais au moment où vous installez un détecteur pour observer quel chemin l'électron prend, la fonction d'onde s'effondre et il se comporte comme une particule passant par juste une fente. Votre conscience, votre acte d'observation, change fondamentalement la réalité. Les gnostiques auraient reconnu cela immédiatement. Ils enseignaient que la conscience est la force créative primaire, pas un sous-produit de la matière, mais le conducteur fondamental de la réalité elle-même. L'effet observateur en mécanique quantique valide essentiellement cette compréhension ancienne que la conscience et la réalité sont intimement connectées de façon que notre vision matérialiste du monde n'avait jamais anticipé. Mais cela devient encore plus renversant quand vous regardez les expériences de gomme quantique à choix retardé. John Wheeler les a conçues pour montrer que vous pouvez réellement déterminer rétroactivement si un photon s'est comporté comme une onde ou une particule, signifiant que votre observation présente peut influencer le comportement passé des systèmes quantiques. Si la conscience peut affecter la réalité à rebours dans le temps, qu'est-ce que cela dit sur la progression linéaire de la vie à la mort que nous prenons pour acquise? Le physicien du MIT, Max Tegmark, a proposé ce qu'il appelle l'hypothèse de l'univers mathématique. L'idée que toutes les structures mathématiquement possibles existent comme réalité physique. Cela signifie qu'il y a des univers parallèles infinis, des versions infinies de la réalité se jouant simultanément. Chaque mesure quantique, chaque moment d'observation ramifie la réalité en chemins multiples. Tegmark prend cela à sa conclusion logique avec son concept d'immortalité quantique. Voici où cela se connecte directement aux enseignements gnostiques sur la conscience ne mourant jamais vraiment. Dans l'immortalité quantique, quand vous faites face à une situation menaçant la vie, votre conscience continue le long de la branche de réalité où vous survivez. De votre expérience subjective, vous ne mourrez jamais réellement. Vous vous trouvez toujours dans la timeline où vous vous en êtes sorti, même si les odds étaient astronomiquement contre vous. D'autres versions de vous peuvent mourir dans des réalités parallèles, mais votre flux continu de conscience continue de changer vers les branches où vous survivez. Ce n'est plus juste théorique. Nous trouvons des effets quantiques opérant dans les systèmes biologiques, particulièrement dans le cerveau. Stuart Hameroff et Roger Penrose ont identifié la cohérence quantique dans les microtubules au sein des neurones, les structures mêmes qui pourraient permettre à la conscience d'opérer selon les principes quantiques plutôt que juste la physique classique. Si la conscience opère quantiquement, alors elle n'est pas liée par les limitations classiques que nous assumons. La recherche sur les expériences de mort imminente ajoute une autre couche de preuves. Le docteur Sam Parnia a dirigé l'étude AWARE, la plus grande investigation scientifique des expériences de mort imminente pendant l'arrêt cardiaque. Ce qu'ils trouvèrent remet en question tout ce que nous pensons savoir sur la conscience et la fonction cérébrale. Les patients rapportaient des expériences détaillées et vérifiables pendant des périodes où leur cerveau ne montrait aucune activité mesurable. Ils décrivaient des conversations se passant dans d'autres pièces, des événements survenant pendant qu'ils étaient cliniquement morts.
Si la conscience requiert l'activité cérébrale, ces expériences devraient être impossibles. Mais si la conscience opère, selon les principes quantiques, si elle existe en superposition à travers multiples branches de réalité, alors ces expériences font parfaitement sens. Pendant la mort clinique, la conscience pourrait changer entre différents états quantiques, accédant à l'information de branches parallèles de réalité, où différents résultats se déploient. L'intrication quantique ajoute une autre dimension fascinante. Quand les particules deviennent intriquées, elles maintiennent une corrélation instantanée, peu importe la distance. Einstein appelait cela une action fantôme à distance. Si la conscience opère quantiquement, elle pourrait maintenir ce type d'intrication à travers différentes branches de réalité. Votre conscience, dans cette branche de réalité, pourrait rester connectée aux versions de vous-même dans les timelines parallèles, accédant à l'information et aux expériences de ces autres flux d'existence. Maintenant, je sais que les sceptiques argumenteront que nous lisons trop dans la mécanique quantique, que ces effets ne s'étendent pas à la conscience et ne prouvent certainement rien sur survivre à la mort. C'est un point valide et la communauté scientifique reste divisée. Mais voici ce qui est remarquable. Multiples lignes indépendantes de recherche convergent vers des conclusions similaires. La biologie quantique, les études de conscience, les théories d'univers parallèles, la recherche sur les expériences de mort imminente, elles pointent toutes vers une relation bien plus complexe entre la conscience et la réalité que notre paradigme matérialiste actuel permet. Les implications pratiques sont stupéfiantes. Si la conscience change vraiment entre branches de réalité, qu'est-ce que cela signifie pour l'identité? Êtes-vous un soi continu singulier ou êtes-vous une superposition quantique de toutes les versions possibles de vous-même? Quand vous prenez des décisions, sélectionnez-vous réellement quelle branche de réalité expérimenter ensuite? Les gnostiques enseignaient que nous avons bien plus d'agence dans façonner notre réalité que nous réalisons, qu'à travers la gnose, la connaissance directe, nous pouvions transcender les limitations de l'existence physique. La physique moderne suggère qu'il pourrait avoir eu raison. Si la conscience est fondamentale plutôt qu'émergente, si elle opère selon les principes quantiques, si elle peut changer entre réalités parallèles, alors la mort comme nous la comprenons, la cessation finale de l'expérience, devient non pas une certitude, mais juste une branche possible parmi des alternatives infinies. La sagesse ancienne et la science de pointe nous disent la même chose. La conscience est bien plus étrange, bien plus résiliente et bien plus puissante que nous ne l'avions jamais imaginé. Les preuves s'accumulent de toutes les directions et elles peignent une image de la réalité que les gnostiques reconnaîtraient immédiatement. Une où la conscience transcende les limitations physiques et la mort n'est juste qu'une autre transition entre états d'être. Voici la chose que la plupart des chercheurs spirituels ne réalisent pas. Le concept même de réincarnation qui nous a été vendu pourrait être le plus grand piège jamais conçu. Je ne parle pas de rejeter la continuation de la conscience après la mort. Nous avons déjà établi que cela arrive. Ce que je questionne, c'est ce système linéaire de collecte de dettes karmiques qui vous fait croire que vous devez revenir encore et encore pour apprendre des leçons. Les modèles traditionnels de réincarnation peignent une image qui semble presque raisonnable en surface. Votre âme s'incarne dans différents corps à travers multiples vies, accumulant des expériences et payant des dettes karmiques. Peut-être étiez-vous cruel dans une vie, alors vous revenez comme la victime dans la suivante. Peut-être étiez-vous avide, alors vous revenez dans la pauvreté pour apprendre la compassion. C'est présenté comme ce grand système éducatif où la conscience évolue lentement à travers la souffrance et l'expérience. Mais voici ce que les gnostiques comprenaient que la spiritualité moderne a oublié. Ce cadre entier assume que la conscience est fondamentalement défectueuse et a besoin d'être fixée. Il vous positionne comme un débiteur spirituel, devant constamment le paiement pour des erreurs passées dont vous ne pouvez même pas vous rappeler avoir faites. Pensez à l'impact psychologique de cette croyance. Vous naissez déjà coupable.
devant déjà piégé dans un système où quelqu'un d'autre détermine quelles leçons vous devez apprendre. Les textes gnostiques, particulièrement le Pistis Sophia, décrivent de quelque chose de bien plus sinistre. Ils parlent d'archontes, non pas comme des démons surnaturels, mais comme des forces systémiques qui maintiennent ce processus de recyclage. Ce ne sont pas des entités mystiques planant dans quelque royaume astral, ce sont les mécanismes psychologiques et culturels qui gardent la conscience verrouillée dans des patterns de limitation et d'oubli. Considérez comment cela se joue en pratique. La réincarnation traditionnelle vous enseigne à accepter la souffrance comme éducation spirituelle nécessaire. Lutter avec la pauvreté doit être une dette karmique d'une vie passée où vous avez amassé la richesse. Naître avec des handicaps, évidemment payés pour quelque ancienne cruauté. Ce cadre vous rend passif, résigné, même reconnaissant pour la limitation parce qu'elle sert supposément l'évolution de votre âme. Les gnostiques virent à travers cette manipulation. Ils reconnurent que la conscience n'a pas besoin d'être recyclée et raffinée comme du minerai brut. Elle ne requiert pas multiples vies de souffrance pour atteindre quelque état prédéterminé de perfection. Au lieu, ils comprenaient ce que nous appelons maintenant le changement de timeline. La conscience existant simultanément à travers des réalités parallèles infinies, coulant naturellement vers des expériences où elle peut continuer. C'est un modèle fondamentalement différent. Au lieu de progression linéaire à travers des vies séquentielles, imaginez toutes les versions possibles de votre existence se passant maintenant. Il y a une réalité où vous êtes riche, une autre où vous êtes pauvre, une où vous êtes en santé, une autre où vous êtes malade. Votre conscience n'est pas navettée entre ces expériences pour apprendre des leçons prédéterminées. Elle coule vers quelle branche lui permet de continuer d'exister. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Dans la réincarnation traditionnelle, si vous mourrez dans un accident de voiture, votre âme pourrait être assignée à un nouveau corps basé sur des calculs karmiques. Peut-être avez-vous besoin d'expérimenter être un soignant parce que vous étiez égoïste dans cette vie. Alors vous êtes réincarné dans une famille avec des besoins spéciaux. C'est présenté comme justice cosmique, mais remarquez comment cela enlève votre agence entièrement. Dans le modèle de changement de timeline, quand cet accident de voiture survient, votre conscience continue simplement dans les réalités parallèles où l'accident n'est pas arrivé, ou où vous l'avez survécu, ou où vous avez fait des choix différents qui ont mené à des résultats différents. Il n'y a pas de juge cosmique déterminant ce que vous devez apprendre. Il n'y a pas de dette à payer. Votre conscience coule naturellement vers la continuation d'existence et d'expérience. Le Pistis Sophia décrit cela comme le voyage de l'âme à travers divers niveaux de réalité, mais il avertit sur les forces qui essaient de convaincre l'âme qu'elle a besoin de retourner à l'existence matérielle pour plus de purification. Ces influences archontiques ne sont pas surnaturelles. Ce sont les croyances internalisées et les systèmes sociaux qui vous font penser que vous êtes incomplet, que vous avez besoin de plus d'expérience, plus de souffrance, plus d'apprentissage avant de pouvoir être libre. Cela se connecte directement à ce que la psychologie moderne appelle les systèmes de croyances limitants. Quand vous croyez que vous êtes fondamentalement défectueux et avez besoin d'être fixé, vous créez des patterns psychologiques qui vous gardent piégé dans des cycles d'amélioration de soi et de recherche spirituelle. Vous n'arrivez jamais parce que le système est conçu pour vous garder voyageant. La gnose, la connaissance intérieure directe, brise ce cycle en révélant ce que vous êtes réellement. Une conscience qui est déjà complète, déjà libre, déjà infinie dans son potentiel. Vous n'avez pas besoin de permission d'autorité cosmique pour explorer différentes réalités. Vous n'avez pas besoin de gagner votre sortie de l'existence matérielle à travers souffrance et bon comportement. Cette compréhension est profondément libératrice, mais elle soulève aussi d'importantes questions sur la responsabilité et les conséquences. Si vous n'êtes pas lié par la dette karmique, qu'en est-il de la justice? Qu'en est-il de la responsabilité morale? Voici la distinction cruciale. Les conséquences naturelles opèrent encore au sein de chaque branche de réalité.
Si vous blessez quelqu'un dans cette timeline, les conséquences se déploient ici et maintenant. Vous n'échappez pas à la responsabilité en changeant vers une réalité différente. Vous expérimentez les résultats complets de vos actions au sein du contexte où elles sont survenues. Mais vous ne portez pas de dette en avant dans des incarnations futures parce qu'il n'y a pas d'incarnation future au sens linéaire. Cela change tout sur comment vous vous reliez à la culpabilité, la responsabilité et la croissance personnelle. Au lieu d'essayer de payer des dettes mystérieuses de vie passée dont vous ne pouvez pas vous rappeler, vous pouvez vous concentrer sur créer la réalité que vous voulez réellement expérimenter. Au lieu d'accepter la limitation comme éducation spirituelle, vous pouvez la reconnaître comme quelque chose à transcender ou transformer. Les implications pratiques sont stupéfiantes. Si vous n'êtes pas piégé dans une boucle de réincarnation, recyclant constamment à travers l'existence matérielle pour apprendre des leçons prédéterminées, alors votre relation à cette vie devient complètement différente. Vous n'êtes pas ici pour souffrir à travers quelques curriculums cosmiques. Vous êtes ici parce que votre conscience a choisi cette branche particulière de possibilités infinies. Cela signifie que chaque moment devient une opportunité de changer vers des réalités plus alignées avec votre nature authentique plutôt que de broyer à travers des assignations karmiques auxquelles vous n'avez jamais accepté. Les gnostiques comprenaient que la vraie liberté spirituelle ne vient pas de graduer à travers multiples vies d'expérience, mais de reconnaître que la conscience elle-même est déjà libérée. La prison existe seulement aussi longtemps que vous croyez au besoin d'emprisonnement. Le système de recyclage opère seulement aussi longtemps que vous acceptez que le recyclage est nécessaire. Quand vous réalisez que toutes les possibilités existent simultanément et que votre conscience peut couler vers n'importe laquelle d'entre elles, le jeu entier change. Vous n'êtes plus un prisonnier spirituel travaillant vers la libération conditionnelle. Vous êtes un être infini, temporairement focalisé sur une expression particulière de votre nature illimitée. Maintenant, voici où les choses deviennent vraiment fascinantes. Si la conscience change vraiment entre branches de timeline de la façon que les gnostiques suggéraient et que la mécanique quantique semble supporter, alors nous devrions être capables de détecter des preuves de ces changements dans nos vies quotidiennes. Mais il y a un piège dont les textes anciens nous avertissaient. La mémoire elle-même pourrait être liée à des branches de réalité spécifiques. Pensez-y de cette façon. Quand vous changez d'une timeline à une autre, vos mémoires s'intègrent de façon transparente avec la nouvelle réalité. Ce n'est pas comme se réveiller d'un rêve où vous réalisez soudainement que tout était différent. Au lieu, la transition se sent complètement naturelle parce que votre conscience porte le pattern de mémoire qui s'ajuste à la nouvelle timeline. Les textes gnostiques appelaient cela le voile d'expérience transparente. Les changements de réalité arrivent constamment, mais notre conscience reste verrouillée dans quelle timeline nous occupons actuellement. Mais voici ce qui est intéressant. Parfois, l'intégration n'est pas parfaite. Parfois, il y a des glitches, des inconsistances, des moments où l'ancien pattern de mémoire ne s'aligne pas tout à fait avec la nouvelle réalité. Et c'est là où nous pouvons commencer à lire les signes. J'ai suivi ces patterns pendant des années et certains types d'expériences apparaissent constamment dans les comptes des gens de changement potentiel de timeline. Laissez-moi vous guider à travers ce qu'il faut chercher. D'abord, il y a les survivances inexpliquées. Vous connaissez ce moment où vous auriez dû être dans un accident de voiture, mais d'une manière ou d'une autre, vous ne l'étiez pas. Pas juste des échappements de peu. Je parle de situations où vous vous souvenez distinctement que l'impact commençait, la certitude de collision, et puis soudainement vous vous trouvez en sécurité, passez le danger sans explication logique de comment vous l'avez évité. La pensée traditionnelle appelle cela de la chance ou une perception distordue par l'adrénaline. Mais, et si votre conscience a réellement changé vers une timeline où l'accident n'est jamais arrivé? Sarah de l'Oregon a partagé une histoire qui illustre cela parfaitement. Elle conduisait sur une route de montagne quand ses freins ont lâché sur une descente raide. Elle se souvient de la terreur, la certitude de passer par-dessus la falaise, même la sensation de la voiture commençant à basculer.
La prochaine chose qu'elle savait, elle était garée en sécurité au bas de la colline avec des freins complètement fonctionnels, comme si rien n'était arrivé. Son passager se souvenait aussi de la défaillance des freins, mais insistait qu'ils avaient roulé en sécurité vers le bas tout le temps. Puis, il y a les changements circonstanciels soudains, des situations de vie qui se transforment du jour au lendemain sans aucune progression logique. Vous postulez pour un emploi pour lequel vous n'êtes pas qualifié et l'obtenez d'une manière ou d'une autre malgré une terrible entrevue. Une relation qui semblait dirigée vers le désastre devient soudainement harmonieuse sans aucun du travail que vous vous attendiez à mettre. Des problèmes financiers qui se résolvent à travers des coïncidences si improbables qu'elles se sentent orchestrées. La différence clé entre la bonne fortune normale et le changement potentiel de timeline est l'absence d'une chaîne causale. Quand vous tracez en arrière, vous ne pouvez pas trouver les étapes logiques qui ont mené au changement. C'est comme si vous aviez marché d'une histoire de vie dans une version légèrement différente, où les choses se sont simplement mieux arrangées. Les discordances de mémoire offrent quelques-unes des preuves les plus convaincantes. Vous aurez des conversations détaillées avec des amis ou des membres de la famille sur des expériences partagées seulement pour découvrir qu'ils se souviennent de détails cruciaux complètement différemment. Pas juste des perspectives différentes sur le même événement, des versions entièrement différentes de ce qui est réellement arrivé. Et vous deux êtes absolument certains que votre version est correcte. L'effet Mandela représente ce phénomène à une échelle massive. Des milliers de gens se souviennent distinctement de Nelson Mandela, mourant en prison dans les années 80, complet avec des mémoires des images des funérailles et des entrevues de Winnie Mandela en veuve. Pourtant, les records historiques montrent qu'il est mort en 2013 après avoir servi comme président d'Afrique du Sud. Similairement, de vastes nombres de gens se souviennent des livres pour enfants, les ours Berenstein, pas Berenstain Bears comme ils sont réellement appelés. Les sceptiques rejettent cela comme fausse mémoire collective, mais considérez la spécificité et la consistance de ces récollections partagées. Quand de larges groupes de gens rapportent indépendamment des fausses mémoires identiques, complètes avec informations contextuelles détaillées, nous pourrions regarder des preuves de changement collectif de timeline, des moments où des portions significatives de la population ont changé d'une branche de réalité à une autre. Prêtez attention aux déplacements d'objets dans votre environnement personnel. Des articles apparaissant dans des places où vous êtes certain de ne pas les avoir mis. Arrangés de façon qui n'ont aucun sens étant donné vos habitudes. Vos clés apparaissant dans le réfrigérateur quand vous vous souvenez distinctement les avoir placées sur le comptoir. Des documents importants trouvés dans des endroits complètement illogiques. Ce n'est pas à propos d'oubli normal. C'est à propos de trouver des choses dans des places où votre routine ne les mettrait jamais. Les rêves offrent une autre fenêtre dans l'activité de timeline. Les gnostiques croyaient que les rêves étaient des mémoires de versions parallèles de nous-mêmes. Commencez à prêter attention aux rêves qui se sentent plus comme des récollections que des fantaisies. Des rêves où vous vivez une version légèrement différente de votre vie actuelle. Même emploi, même relation, mais avec des variations subtiles dans les détails, résultats ou circonstances. Voici un cadre pratique pour développer la conscience de timeline. Gardez un journal détaillé, mais pas juste des événements inhabituels. Enregistrez les détails ordinaires aussi. Quelle route vous avez prise au travail, où vous vous êtes garé, ce que vous avez eu pour dîner, qui vous a appelé. Quand des discordances surgissent, vous aurez des points de référence pour comparer. Pratiquez ce que les gnostiques appelaient la conscience témoin. Maintenir un léger détachement de votre expérience immédiate. Observez votre vie comme si vous regardiez un film de vous-même. Cette perspective rend les transitions plus perceptibles parce que vous n'êtes pas complètement absorbé dans l'histoire de votre vie. La technologie moderne fournit des opportunités sans précédent pour la détection de timeline. Des photos qui montrent des détails dont vous ne vous souvenez pas être là. Des historiques de messages textes qui ne correspondent pas à votre récollection de conversations. Des données GPS
qui montrent des routes que vous êtes certain de ne pas avoir prises. Des timestamps numériques qui contredisent votre mémoire de quand les événements sont survenus. Mais voici le crucial. Distinguer entre les phénomènes de timeline et les processus cognitifs normaux. Nos cerveaux reconstruisent constamment les mémoires, comblent les vides avec des assumptions et mettent à jour les récollections passées avec nouvelle information. La mémoire est intrinsèquement peu fiable et le biais de confirmation nous fait remarquer les coïncidences tout en ignorant la preuve contradictoire. La différence réside dans les patterns impliquant multiples témoins ou documentation objective. Si seulement vous vous souvenez de quelque chose différemment, c'est probablement une reconstruction normale de mémoire. Si plusieurs personnes partagent indépendamment la même mémoire incorrecte, ou si la preuve physique contredit la récollection de tout le monde, cela vaut la peine d'investiguer plus. La vérification de réalité devient une pratique quotidienne. À travers votre jour, posez et remarquez consciemment les détails sur votre environnement. Qu'est-ce qui est différent sur des places familières? Est-ce que les gens semblent agir légèrement hors de caractère? Y a-t-il de petits changements dans les interactions de routine qui se sentent subtilement décalées? Commencez à suivre les synchronicités, des coïncidences significatives qui semblent trop orchestrées pour être aléatoires. Des numéros qui continuent d'apparaître, des rencontres par hasard qui adressent parfaitement des préoccupations actuelles, informations arrivant juste quand vous en avez besoin à travers des canaux inattendus. Tandis que des synchronicités individuelles peuvent être coïncidentielles, des patterns de synchronicité corrèlent souvent avec des périodes d'expérience inhabituelles. Le but n'est pas de devenir paranoïaque ou obsédé avec trouver la preuve de changement de timeline. Au lieu, développez une approche scientifique curieuse à votre propre expérience. Rassemblez des données sans attachement à prouver une théorie particulière. Que ces phénomènes représentent un changement réel de timeline, des effets de conscience quantique, ou simplement la complexité fascinante de la perception et mémoire humaine, prêtez attention, vous rend un participant plus conscient dans votre propre vie. Et cette conscience elle-même pourrait être la clé de ce que les gnostiques enseignaient vraiment. Pas juste reconnaître les changements de timeline, mais développer la conscience qui vous permet de les naviguer intentionnellement. Maintenant que vous comprenez comment la conscience navigue entre timelines et peut reconnaître les signes de ces changements, la question devient « Comment participez-vous consciemment à ce processus ?» Les gnostiques ne théorisaient pas juste sur la nature fluide de la réalité. Ils développèrent des méthodes pratiques pour ce qu'ils appelaient « atteindre la gnose », la connaissance intérieure directe qui vous permet de travailler avec la structure malléable de la réalité plutôt que d'être inconsciemment emporté par elle. Pensez à comment vous prenez actuellement des décisions. La plupart des gens opèrent d'une mentalité linéaire de cause à effet. Je choisis A, donc B arrive. Mais si la conscience change réellement entre flux de probabilités, chaque choix devient quelque chose de bien plus profond. Un outil de navigation qui détermine quelle version de réalité vous expérimenterez ensuite. Ce n'est pas à propos de pensées positives ou d'affirmations positives. C'est à propos de comprendre que votre conscience elle-même est un participant actif dans sélectionner quelle branche de timeline devient votre expérience vécue. Les gnostiques développèrent des pratiques spécifiques pour cultiver cette capacité de navigation consciente. La première implique ce qu'ils appelaient « maintenir la conscience témoin », la capacité d'observer vos propres pensées, émotions et réactions sans être complètement identifié avec elles. Pendant les activités ordinaires, pratiquez prendre du recul mentalement et demandez « Qui est celui qui expérimente cela ?» Ce n'est pas de la contemplation philosophique du nombril. C'est entraîner votre conscience à reconnaître la différence entre la conscience expérientielle et le contenu étant expérimenté. Voici une technique pratique que vous pouvez commencer à utiliser immédiatement à travers votre jour. Posez aléatoirement et questionnez la nature de ce que vous expérimentez. Pas de façon paranoïaque, mais avec curiosité genuine. Comment ai-je fini dans cette conversation? Quand ai-je décidé de prendre cette route?
quelles assumptions fais-je sur cette situation? Vous serez surpris de combien souvent vous découvrez que vous avez opéré sur pilote automatique, suivant inconsciemment des patterns qui ne servent peut-être pas vos intérêts authentiques. Les gnostiques comprenaient que la plupart des gens vivent piégés par ce qu'ils appelaient des influences archontiques, des forces psychologiques et sociales qui gardent la conscience verrouillée dans des patterns limitants. En termes modernes, ce sont les croyances héritées, le conditionnement social et les réactions basées sur la peur qui vous causent à faire des choix d'un état contracté plutôt que de votre plein potentiel créatif. Apprendre à reconnaître ces influences est crucial pour la navigation consciente de réalité. Prêtez attention à quand vous prenez des décisions de la peur versus la curiosité. Les choix basés sur la peur se sentent typiquement constricts, urgents et focalisés sur éviter quelque chose. Ils impliquent souvent essayer de contrôler les résultats ou maintenir la sécurité aux dépens de la croissance. Les choix basés sur la curiosité se sentent plus expansifs même quand ils impliquent l'incertitude. Ils sont orientés vers découvrir ce qui est possible plutôt que prévenir ce que vous ne voulez pas. Voici où cela devient pratiquement intéressant. Commencez à expérimenter avec établir des intentions claires tout en restant non attaché aux résultats spécifiques. Cela semble contradictoire, mais c'est en fait une technique de navigation sophistiquée. L'intention fournit la direction. Elle dit à la conscience quel type général d'expérience vous voulez explorer. Le non-attachement permet à la réalité de livrer cette expérience de façon qui pourrait être plus créative ou bénéfique que votre perspective limitée aurait pu imaginer. Par exemple, au lieu de « j'ai besoin d'obtenir cet emploi spécifique à cette compagnie spécifique », essayez « j'ai l'intention de trouver du travail qui utilise mes capacités et fournit les ressources dont j'ai besoin, tout en contribuant quelque chose de significatif ». La première approche vous verrouille dans une seule possibilité de timeline. La seconde ouvre multiples flux de probabilités tout en maintenant une direction claire. Développer la sensibilité intuitive devient crucial ici. Votre corps et émotions reconnaissent souvent l'alignement ou le mésalignement avec des choix potentiels avant que votre esprit analytique rattrape. Remarquez quelles options vous font sentir plus vivant, curieux ou paisiblement excité versus celles qui créent contraction, terreur ou enthousiasme forcé. Ce n'est pas à propos de suivre chaque impulsion, mais à propos d'apprendre à lire l'information subtile que votre être entier fournit sur différentes possibilités. Les gnostiques enseignaient aussi des méthodes pour travailler habilement avec des défis et fins apparentes. Au lieu de voir les difficultés comme des problèmes fixes à résoudre ou preuves que vous faites quelque chose de mal, pratiquez les voir comme des invitations à accéder à différentes possibilités. Quand vous frappez ce qui semble un cul-de-sac, demandez « Et si cette limitation apparente me redirige réellement vers une timeline que je n'aurais pas pu imaginer de ma perspective précédente? » Si cela vous a intrigué, abonnez-vous pour plus d'insights sur la conscience quantique et la nature de la réalité. La neuroscience moderne supporte cette approche à travers la recherche sur la neuroplasticité. L'attention consciente rewire littéralement le cerveau, créant de nouveaux chemins neuraux qui supportent différentes façons de percevoir et répondre. Quand vous pratiquez constamment la prise de décision basée sur la conscience, vous ne changez pas juste vos choix, vous changez le substrat neural qui génère votre expérience de la réalité. Mais voici où le discernement devient essentiel. Il y a une différence entre la navigation consciente de réalité et la pensée magique. Le guidance intuitive genuine se sent typiquement calme, clair et inclut des étapes pratiques suivantes. Il reconnaît les circonstances actuelles tout en restant ouvert aux possibilités créatives. La pensée positive, par contraste, implique souvent nier des réalités pratiques évidentes ou s'attendre à des changements dramatiques sans développement intérieur correspondant. La clé est d'apprendre à prendre responsabilité pour votre expérience sans tomber dans le contournement spirituel ou le blâme de victime. Oui, la conscience participe d'en créer la réalité, mais cela arrive à travers des interactions complexes avec des champs collectifs, des patterns hérités et des circonstances pratiques.
Travailler habilement avec ce principe signifie rester curieux sur votre rôle, d'en créer votre expérience, tout en maintenant compassion pour les défis genuins que tout le monde fait face, d'en naviguer l'existence. Commencez à pratiquer la conscience témoin pendant les activités de routine cette semaine. Remarquez quand vous faites des choix de la peur versus curiosité et expérimentez avec établir des intentions tout en restant ouvert à des formes inattendues d'accomplissement. Les gnostiques comprenaient quelque chose de profond. Développer la capacité pour la navigation consciente de réalité n'est pas juste développement personnel. C'est participer dans l'évolution de la conscience elle-même. Comme vous apprenez à naviguer les timelines consciemment, vous ne changez pas juste votre propre expérience. Vous contribuez à l'éveil collectif qui permet à l'humanité de dépasser des patterns inconscients qui ne servent plus notre développement. C'est préparation pour comprendre comment la navigation consciente individuelle se connecte à la transformation plus large se passant dans la conscience humaine. Ce qui nous amène à notre exploration finale de ce que les gnostiques ont réellement découvert sur la nature de l'existence et la mort. Nous voici à la fin de cette exploration. Pourtant, de bien des façons, nous nous tenons à un commencement. À travers ce voyage, nous avons tracé des connexions qui s'étendent sur des millénaires, des textes gnostiques anciens décrivant la conscience comme le tissu fondamental de la réalité à la physique quantique de pointe, suggérant que l'observation elle-même façonne ce que nous expérimentons. Nous avons examiné les expériences de mort imminente qui pointent constamment vers la conscience continuant au-delà de la mort physique, exploré le corpus croissant de recherche sur la conscience existant indépendamment de l'activité cérébrale et découvert des façons pratiques de reconnaître et naviguer la nature fluide de la réalité elle-même. L'image qui émerge remet en question tout ce qu'on nous a enseigné sur la nature de l'existence. La conscience n'est pas quelque chose que votre cerveau produit, c'est quelque chose que votre cerveau reçoit, traduit et dans lequel il participe. La mort n'est pas une fin, mais une transition, comme changer de station de radio ou passer d'une pièce à une autre. Les frontières que nous percevons entre soi et monde, entre possible et impossible, entre une timeline et une autre, ce ne sont pas des lois fixes, mais des accords temporaires, des aspects malléables d'une réalité bien plus dynamique qu'on nous a amenés à croire. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement pour comment vous vivez votre vie maintenant? Si les gnostiques avaient raison que la conscience est éternelle et indestructible, si la science moderne découvre que la conscience façonne la réalité au niveau quantique, si des milliers de cas documentés suggèrent que la mort n'est simplement qu'une autre porte, alors tout change. Les peurs qui conduisent tant de nos décisions perdent soudainement leur pouvoir. L'anxiété sur faire le mauvais choix, la terreur de perte, l'accrochage désespéré à la sécurité. Toutes ces réponses assument que la conscience est fragile et finie, qu'une erreur pourrait tout finir. Considérez combien différemment vous pourriez approcher les défis si vous compreniez vraiment que la conscience elle-même ne peut pas être détruite. Cet insight sur la peur, n'apparaissant pas 365 fois dans les textes religieux, prend une signification pratique profonde. Ce n'est pas juste du confort spirituel, c'est de la sagesse opérationnelle pour naviguer une réalité où la conscience continue peu importe les fins apparentes. Quand vous n'opérez pas de la peur fondamentale d'annihilation, vous pouvez prendre des décisions d'expansion plutôt que de contraction, de curiosité plutôt que de contrôle. Ce changement de perspective transforme l'expérience quotidienne de façon remarquable. Au lieu d'approcher les difficultés comme des menaces à éviter, elles deviennent des aventures à explorer. Au lieu de s'accrocher aux patterns familiers par sécurité, vous pouvez embrasser le changement comme mouvement naturel au sein d'un champ infini de possibilités. La relation à l'échec se transforme complètement quand vous reconnaissez que chaque expérience, peu importe le résultat, contribue à l'évolution continue de la conscience elle-même. Pourtant, avec cette compréhension, vient une responsabilité énorme.
Si la conscience participe dans façonner la réalité, et les preuves de la mécanique quantique aux expériences de timeline suggèrent qu'elle le fait, alors développer sagesse, compassion et discernement devient crucial. Vous n'êtes pas juste un observateur passif d'événements prédéterminés. Vous êtes un participant actif dans le déploiement de l'existence elle-même. Les pensées que vous cultivez, les intentions que vous tenez, le niveau de conscience que vous apportez à chaque moment, ce ne sont pas juste des choix personnels, mais des contributions au champ plus large de conscience. C'est où l'application pratique devient essentielle. La reconnaissance sans intégration reste simplement du divertissement intellectuel. Les anciens gnostiques n'ont pas préservé ces enseignements à travers des siècles de persécution juste pour satisfaire la curiosité. Ils comprenaient que cette connaissance change fondamentalement comment la conscience opère au sein de la réalité. Quand vous commencez à vivre de la compréhension que la conscience est primaire et la forme physique est secondaire, quand vous commencez à faire des choix basés sur la continuité de conscience plutôt que la préservation de l'ego, quand vous approchez chaque moment comme une opportunité de participer consciemment dans la création de la réalité, c'est quand la vraie transformation commence. L'aspect communautaire de cette compréhension ne peut pas être négligé. À travers l'histoire, ceux qui ont saisi ces vérités plus profondes sur la conscience se sont trouvés, créant des réseaux de support mutuels et exploration partagée. Ce n'est pas à propos de former des groupes exclusifs ou revendiquer une connaissance spéciale. C'est à propos de reconnaître que l'évolution de conscience arrive plus efficacement à travers connexion et collaboration. Quand vous partagez ces insights avec d'autres, quand vous supportez amis et familles dans leur propre découverte sur la nature de la réalité, quand vous contribuez à des conversations qui expandent plutôt que contractent la conscience, vous participez dans quelque chose de bien plus large que l'éveil individuel. Pour ceux prêts à plonger plus profond, des ressources spécifiques peuvent accélérer cette exploration. Les textes gnostiques originaux, particulièrement l'Évangile de Thomas et l'Évangile de Philippe, offrent transmission directe de ces principes de conscience. Des chercheurs modernes, comme le travail de Pim van Lommel sur les expériences de mort imminente, les études de Dean Radin sur la conscience et mécanique quantique et la recherche de Rupert Sheldrake sur les champs morphiques fournissent des cadres scientifiques pour comprendre ces insights anciens. Des pratiques comme la méditation, le rêve lucide et l'attention consciente aux synchronicités offrent l'expérience directe de la conscience opérant au-delà des limitations ordinaires. Mais voici ce qui est crucial à comprendre. Ces idées ne devraient pas être acceptées aveuglément, peu importe combien convaincantes elles pourraient sembler. L'invitation est de tester ces concepts contre votre propre expérience, de rester curieux plutôt que dogmatique, d'approcher cette exploration avec ouverture et discernement. Les vérités les plus profondes sur la conscience ne peuvent être vérifiées qu'à travers l'expérience directe, pas à travers croyances ou compréhension intellectuelle seule. Ce que nous avons exploré ensemble représente juste le commencement d'une investigation infinie. Comprendre la conscience et la réalité n'est pas une destination où vous arrivez. C'est un voyage sans fin de découverte, avec chaque insight ouvrant de nouvelles questions et possibilités. Les gnostiques le savaient, c'est pourquoi ils mettaient l'accent sur la connaissance directe plutôt que la doctrine reçue. Les chercheurs modernes de conscience le savent. C'est pourquoi le champ continue d'expansion dans des directions inattendues. Comme vous avancez de cette exploration, rappelez-vous que chaque moment offre des opportunités d'appliquer ces insights. Chaque choix devient une chance d'opérer d'expansion plutôt que peur. Chaque défi, une aventure dans la navigation consciente. Chaque interaction, une opportunité de contribuer à l'évolution de la conscience elle-même. Le voyage infini de conscience continue. Et vous n'êtes pas juste là pour la course, vous participez activement dans son déploiement. Si cette vidéo a résonné avec vous, faites-le nous savoir en commentant « J'ai compris ». Abonnez-vous si vous avez aimé cette exploration profonde de la conscience et de la réalité et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures découvertes sur les mystères de l'existence.